comment ça va? Comment allez-vous? Eh bien voilà, le mois touche à sa fin, derniers jours, dernières heures du mois, et nous allons passer à l'information, à ce qui se passe dans le monde. Un grand salut à Roble, à Patria, aux salutations, à toute la communauté qui nous regarde. Merci beaucoup de nous accompagner. Eh bien, si vous arrivez, vous savez déjà quoi faire. Vous savez déjà quoi faire. Alors, eh bien, merci à tous ceux qui ont mis un like, merci à tous ceux qui sont abonnés. Passons aux détails, aux informations, attention à ce qui se passe, même si les États-Unis assurent contre eux qu'ils ont déjà neutralisé toutes les cibles, ou du moins la majorité. Eh bien, les attaques continuent, l'Iran lance également une série d'attaques contre les Émirats arabes unis. Passons aux détails, mais les choses restent compliquées. Nous commençons avec l'image suivante, allons-y donc, avec cette image, cela a été, très difficile. Selon ce que rapportent les images satellites, elles confirment que les stations de l'oléoduc stratégique Afzan Fougara auraient été touchées, cela le 30 mars. Elles confirment des incendies dans au moins 2 stations de pompage de l'oléoduc Afzan Fougara. Cet oléoduc est stratégique car il transporte du pétrole brut depuis Abu Dhabi jusqu'au port de Fugaraït, l'envoyant jusqu'au détroit d'Ormuz. Mais regardez dans quel état il se trouve en ce moment, combien de temps il faudra pour remettre ce lieu en état, c'est vraiment hallucinant. Et en direction du détroit d'Ormuz, allons-y, vers des endroits qu'on a beaucoup vus sur la carte il n'y a pas si longtemps, n'est-ce pas? Éviter le détroit d'Ormuz pour l'instant, pour les Émirats, c'est stratégique, c'est essentiel. Ce sont des pays qui, pour l'instant, tels qu'ils sont constitués, dépendent de ce détroit. Ils dépendent de ces 32 km de distance qu'il y a d'un côté à l'autre, duquel pour l'instant il est encore contrôlé par l'Iran. Même si le commandement central dit qu'ils ont déjà tout sous contrôle, voyons ce que dit le commandement central. Ce qu'il dit, j'en ai eu besoin. Au fait, un énorme salut. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Brad Cooper, non, le même responsable du commandement central des États-Unis. Écoutons ce qui suit. L'amiral Brad Cooper, commandant du commandement central des États-Unis, ici au Moyen-Orient, avec nos 50 000 militaires, pour vous donner ma 6e mise à jour sur l'opération Epic Fury. Maintenant, dans notre 5e semaine de campagne, mon évaluation opérationnelle est que nous réalisons des progrès indéniables pour éliminer la capacité de l'Iran à projeter sa puissance de manière significative au-delà de ses frontières. Nous ne voyons pas leurs marines naviguer, nous ne voyons pas leurs avions voler. Les systèmes de défense aérienne et de défense antimissiles ont été en grande partie détruits. Malgré notre nette supériorité, nos forces restent vigilantes. J'ai toujours cru que chaque succès que nous avons commence et se termine avec notre personnel et nos combattants déployés en première ligne font un travail exceptionnel. Au cours de ce voyage, j'ai eu le privilège de reconnaître et de récompenser nos troupes pour leur bravoure, leur résilience et leur ténacité, car elles continuent de se surpasser. C'est amusant, beau travail, tu aimes ça, non? Merci, tu es ici depuis quand? 12 ans? Super, comment vas-tu? Ça suffit? Assez bien, monsieur. Oui, je viens de l'Ohio, de quelle partie de Toledo? Parfait, merci beaucoup pour votre travail, c'est très apprécié. Oui, quel est votre métier? Je suis experte en renseignement sur les attaques. Combien de missions as-tu faites? Probablement 2 douzaines jusqu'à présent. Depuis quand es-tu ici personnellement? Je suis ici depuis février seulement. Oui, fantastique. Bon, merci de continuer à faire un excellent travail, merci beaucoup. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je pense à vous tous les jours et avec beaucoup de fierté, alors merci pour ce que vous faites, je l'apprécie vraiment et je ne pourrais pas être plus fier. Je me suis réuni avec nos militaires qui opèrent le plus grand et le plus sophistiqué parapluie de défense aérienne du monde, ici même au Moyen-Orient, pour se défendre contre les attaques indiscriminées de missiles et de drones de l'Iran. Depuis le premier jour, nos combattants ont également démontré une portée et une létalité inégalées en démantelant systématiquement les capacités de drones, de missiles et navals de l'Iran. En fournissant une énorme puissance de feu, chaque branche des forces armées connaît un succès sans précédent. Nos forces navales ont lancé vague après vague de missiles de croisière et d'avions de combat depuis la mer.
les forces aériennes des États-Unis ont étendu notre portée grâce à des avions ravitailleurs tout en menant un grand nombre de frappes aériennes en Iran avec des chasseurs et des bombardiers. Nos soldats et nos marines ont mené des attaques à longue portée depuis le sol et ont mis en place une défense aérienne robuste pour protéger non seulement les Américains, mais aussi nos alliés. Et notre force spatiale nous a donné un avantage maximal en assurant la supériorité spatiale, ce qui a été un facteur clé dans ce combat. Après avoir été témoin du professionnalisme absolu, de la discipline et du dévouement de nos hommes et femmes en uniforme, soutenant l'opération Fureur épique, je ne pourrais pas être plus fier et je sais que leurs familles, amis et proches à la maison partagent cette fierté. Alors à toutes les mamans, tous les papas, époux, épouses, amis et proches à la maison. Merci pour tout ce que vous faites pour soutenir nos guerriers extraordinaires. No hay adversario demasiado decidido. Aucune mission n'est trop difficile, ni aucune tâche trop grande pour nos soldats, marins, aviateurs, fusiliers marins, gardiens et gardes-côtes qui composent l'armée la plus puissante que le monde ait jamais vue. À tous nos combattants, continuez votre excellent travail et que Dieu vous accompagne. Merci beaucoup. Point, c'est le message. Non, eh bien, très classique, non, très classique. Vous savez déjà quel était le style des militaires, que ce soit d'un pays ou d'un autre. Mais bon, en même temps, tu te demandes, bon, que se passe-t-il dans les pays partenaires, dans les pays alliés, où justement les États-Unis ont des bases depuis de nombreuses années? Passons aux détails de ce que l'on sait, de ce qui a été rapporté jusqu'à présent, puis nous aborderons d'autres sujets également importants. Mais pour commencer, je pense qu'il faut examiner ce qui s'est passé aux Émirats arabes unis avec ces explosions, avec ces attaques qui ont eu lieu. L'Iran avait lancé des missiles et des drones en quantité importante, une attaque massive au cours de laquelle ils assurent qu'au moins 8 missiles ont été lancés ces dernières heures. En plus de cela, il y a 36 drones, ils disent aussi qu'ils en ont abattu la plupart. 8 missiles balistiques, 4 missiles de croisière et 36 drones ont été neutralisés lors de l'une des plus grandes offensives récentes de la part de l'Iran. C'est-à-dire que ce que disent les Émirats arabes unis, d'une certaine manière, ce n'est pas qu'ils contredisent, mais ils disent au moins que non. Tout ce que dit le Pentagone, c'est comme ils le disent, n'est-ce pas? En gros, ils te disent que toutes les opérations n'ont pas pu être menées à bien et tout ce que tu veux. Ou bien ont-ils réussi, disons, à affaiblir beaucoup l'ennemi, à l'affaiblir ou pas? Le point, c'est que ce que dit Miletus, en même temps, c'est qu'en ce moment se déroule l'une des plus grandes opérations contre eux depuis le début de la guerre. Je ne sais pas où cela mènera, mais l'affaire s'amplifie. En plus, un pétrolier cubain, on en parlait encore hier soir, un pétrolier cubain, un super pétrolier, un énorme pétrolier, a été détruit par l'Iran. Un autre sujet également très grave, le chef militaire des États-Unis, comme vous l'avez vu, confirme qu'ils cherchent à détruire toute la capacité navale et le programme d'armement iranien qui a progressé. Cela, ça a été démontré, les Iraniens eux-mêmes l'ont également dit et ont confirmé que la majorité de ces objectifs, des objectifs qui ont été détruits. De plus, le nombre de personnes qui ont été éliminées est impressionnant. Nous allons passer aux données dans un instant, mais il révèle déjà combien de soldats de la garde révolutionnaire ont perdu la vie. Et oui, ils ont vraiment des problèmes du côté des Iraniens. Nous y étions. C'est pour cela qu'ils lancent cet appel à 1 million de réservistes, parce qu'un pourcentage important a déjà été éliminé. Nous parlerons de ces chiffres dans un instant, mais d'abord, regardez ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz ces dernières heures. Voici l'activité, oui, certains navires traversent, on peut voir certains navires en train de traverser. Regardez par où ils passent. Tout près de l'Iran, près de cette île, c'est cette zone par laquelle ils traversent. Regardez, là, ils disparaissent d'un côté et réapparaissent de l'autre. Dans cette zone, dans ce tronçon, beaucoup éteignent leur transpondeur. C'est pour ça qu'ils apparaissent ici, puis de l'autre côté, ils apparaissent ici, puis de l'autre côté. Alors, y a-t-il du mouvement dans le détroit d'Ormuz? Est-ce que cela serait bon pour l'économie mondiale? Et d'emblée, eh bien oui, on a vu au moins un peu la baisse du prix du pétrole aujourd'hui. Avec cette baisse du prix, par rapport au 112 d'hier, il est descendu à un moment jusqu'à 106 et maintenant il est à 107. C'est une baisse du pétrole, un répit, disons, par rapport à ce qui se passe.
Et cela, c'est précisément en partie parce qu'on voit qu'ils commencent à traverser. Non, pas totalement, disons, mais il y a déjà un certain mouvement. Cela attire aussi l'attention. Regardez, il a fait plusieurs commentaires très forts. Écoutons ce qu'il dit sur plusieurs sujets, y compris précisément celui du détroit d'Ormuz. Allons-y. Que le président a été clair ce matin. Et il est vrai qu'il y a des pays dans le monde entier qui devraient aussi être prêts à assumer. Responsable. Que le président a été clair ce matin. Et il est vrai qu'il y a des pays dans le monde entier qui devraient aussi être prêts à assumer des responsabilités. Sur cette voie navigable si critique, il n'y a pas que la marine des États-Unis. La dernière fois que j'ai vérifié, il était censé y avoir une grande et redoutée Royal Navy qui pourrait aussi être prête à faire ce genre de choses. Donc, il fait remarquer qu'il s'agit d'une voie navigable internationale que nous utilisons moins que la plupart, en fait, bien moins que la plupart. Ainsi que le monde, il devrait faire attention et être prêt à agir. Le président Trump a été prêt à faire le travail difficile au nom du monde libre pour faire face à cette menace de l'Iran. Ce n'est pas uniquement notre problème pour l'avenir, bien que nous ayons pris la plupart des mesures pour garantir l'ouverture du détroit. Le président a été très clair sur ce point. Eh bien, c'est le premier message que nous allons voir, de Pete Hesed, le secrétaire à la Défense, qui a déclaré que les prochains jours seront décisifs. D'ici les 48 prochaines heures environ, les décisions finales seront prises, et cela pourrait ouvrir la voie à une guerre plus large. Ou si cela sera une opération, comme il l'appelle, d'environ 2 à 3 semaines. Bien qu'il l'ait aussi appelé guerre à un moment donné lors de ses interviews, lors de cette conférence de presse, où d'ailleurs il a également dit ceci. Aussi à propos du détroit d'Ormuz. Merci pour les deux questions. Actuellement, beaucoup plus de navires traversent le détroit d'Ormuz qu'avant. Comme l'a ordonné le président a été clair avec l'Iran. Ouvrez-le au commerce. Ou bien nous avons des options et nous en avons certainement. Et quand on regarde ce que le président de l'état-major a exposé, en ce qui concerne la marine, la base industrielle navale, les missiles de croisière côtiers, les drones et les capacités de contamination, nous nous sommes concentrés dès le début sur l'affaiblissement et la neutralisation de ces capacités et sur la limitation de leurs options. Nous faisons aussi beaucoup de choses, dont certaines sont connues et d'autres non, pour établir les conditions. Et je pense que le président a été clair ce matin dans sa déclaration en disant qu'il y a des pays dans le monde entier qui devraient être prêts à faire un pas en avant. Eh bien, on insiste sur le fait que les États-Unis pourraient même se retirer et tout laisser ainsi, et que les autres pays s'en chargeraient. C'est un sujet dont on continue de parler, qui continue d'être mentionné à ce propos, et voici justement un point à ce sujet. Gary, je sais que tu as déjà abordé un peu ce sujet, mais seulement à propos du détroit d'Ormuz. Ouvrir le détroit est un objectif essentiel de l'opération Epic Fury. Ou bien est-ce le travail de ces autres pays? Et deuxièmement, sans te demander de commenter des choses dont tu ne peux pas parler. Quel est ton message pour les Américains qui aiment le président et croient fermement en lui, mais qui sont très inquiets à propos de cette idée de déployer des troupes au sol? Tout d'abord, à propos du détroit d'Ormuz. Nos principaux objectifs depuis ce podium. Depuis le premier jour, de ma part, du président, du vice-président, du président du Conseil, du secrétaire Rubio et d'autres, ils ont été clairs. La production de missiles de défense et les programmes de missiles, donc tous leurs programmes de missiles, la base industrielle de défense et la capacité de production nécessaire à leur fabrication, et la marine et la projection de puissance. Donc cela a été... Et puis, bien sûr, englobant tout cela, l'Iran n'aura jamais d'armes nucléaires, cela a été très clair. Vaincre la marine est une partie fondamentale pour s'assurer qu'il ne puisse pas projeter ce type de puissance. Mais en fin de compte, je pense que la déclaration du président de ce matin l'explique très bien. Que cette question du détroit d'Ormuz, pour laquelle nous avons établi les conditions du succès et nous assurerons que l'Iran le sache très clairement, ce n'est pas seulement un problème des États-Unis d'Amérique. Nous avons toujours été prêts à diriger, le président Trump l'a toujours été, mais nous ne sommes pas les seuls. D'autres pays devraient prêter attention lorsque le président parle. Il a démontré que lorsqu'il parle, il est sérieux et il envoie un signal. Tu sais, peut-être que tu devrais commencer à apprendre à te défendre toi-même. C'est quelque chose que certains d'entre nous disent depuis pas mal de temps.
Il ne suffit pas d'avoir des drapeaux, il faut avoir des formations. Il ne suffit pas d'avoir quelques navires, il faut en avoir assez pour provoquer un changement. Cela compte dans un monde dangereux, avec des adversaires en pleine ascension. Eh bien, c'est ce que dit le secrétaire à la guerre. Et puis bon, il y a eu plusieurs sujets, par exemple ce que dit Dan Kane à propos de Dan Kane. Au final, en tant que chef d'état-major par intérim, il a évidemment des commentaires sur les progrès réalisés. Une chose, c'est que ce que dit Brad Cooper qui concerne l'opération sur le terrain, et une autre chose, c'est ce que dit Dan Kane lors de cette conférence, qui d'ailleurs était là avec le secrétaire à la guerre. Écoutons ce qu'il dit. Ensemble, nous menons des frappes de précision contre des centres de fabrication, des entrepôts de composants et des laboratoires à l'intérieur de l'Iran. Et au cours des 130 derniers jours, nous avons attaqué plus de 11 000 cibles. Compte tenu de l'augmentation de la supériorité aérienne, nous avons pu commencer à effectuer les premières missions terrestres avec des B-52, ce qui nous permet, comme nous l'avons déjà dit, de continuer à prendre l'avantage. Et, comme l'a mentionné le secrétaire, de nous orienter de plus en plus vers des cibles dynamiques en traitant des objectifs mobiles sur l'ensemble du champ de bataille. Nous avons continué à agir contre les installations de production de missiles, de drones et navals de l'Iran et nous continuons à exercer la pression multidomaine dont nous avons parlé. Sur le plan naval, nous maintenons la suprématie face à la marine iranienne, nous attaquons leurs capacités de minage, leurs actifs navals et, comme je l'ai dit, nous ajoutons des hélicoptères d'attaque et un appui aérien. Dans le secteur naval, le CENTCOM continue d'identifier et d'agir contre les dépôts navals et les zones de stockage. Et nous avons détruit, encore une fois, plus de 150 navires, y compris toutes les frégates de classe Yamaran de leur marine. Troisièmement, nous poursuivons notre campagne à grande échelle contre leurs bases industrielles de défense. Cela inclut des usines, des entrepôts, des laboratoires de recherche et de développement d'armes nucléaires, ainsi que l'infrastructure associée nécessaire pour que l'Iran rétablisse sa capacité de combat. Il est extrêmement important d'observer ce que dit le chef d'état-major. Encore plus que ce qu'il dit, Pidge 7. Ce sont des personnages qui ne sont pas dans un Pidge 7. Il se présente davantage comme un homme politique, ce qui d'ailleurs a été beaucoup critiqué. Puisque le Pentagone, les militaires, par la loi, doivent être apolitiques. Ils ne peuvent pas être pro-Biden, ni pro-Trump, ni pro-qui que ce soit. Ils ne peuvent pas, disons, être des politiciens. Parce qu'alors, évidemment, cela devient l'armée des républicains ou l'armée des démocrates, et c'est justement ce qu'on veut éviter. C'est pourquoi ces mouvements ont aussi été beaucoup critiqués, car il aurait manqué, du moins c'est ce qu'on dit, ce n'est pas une affirmation. Il a donc manqué un consensus avec différents secteurs, y compris les républicains eux-mêmes, dont beaucoup sont, contre cette guerre. Et donc, Ce que dit Pidge 7 correspond plutôt à ce que l'on vit actuellement. Ce sont des temps de guerre. Et ensuite, si ce sont des temps de guerre, précisément parce qu'on est en guerre, il dit ce qui suit. Écoutez. ceci. Je ne vais pas répondre à cette question, pas plus que le président n'y a répondu de manière définitive. Nous avons nos propres objectifs, directives et buts militaires vers lesquels nous avançons et que nous prenons en compte. Et comme il l'a dit, tu sais, il l'a mentionné. De 4 à 6 semaines, de 6 à 8 semaines, 3, cela pourrait être n'importe quel chiffre en particulier, mais nous ne révélerions jamais exactement lequel c'est. Parce que notre objectif est d'atteindre ces buts et nous sommes sur la bonne voie. Et le président de l'état-major et moi examinons cela tous les jours. Ce sera une décision du président et uniquement du président de déterminer quand ces objectifs ont été atteints et quand il est dans l'intérêt du peuple américain de conclure cet accord. C'est-à-dire, il n'y a pas de date. On lui demandait là-bas à propos de la date de la fin de la guerre, et il dit « Je ne peux même pas parler en semaine, je ne peux pas dire, donc quand pourrait avoir lieu la fin de ce conflit ?» Passons à un autre commentaire sur ce qu'ils ont fait, surtout en raison des critiques de groupes républicains qui critiquent cette guerre. Regardez la réaction.
Concernant le président Trump et la présence de troupes sur le terrain, je ne comprends pas pourquoi leur base, qu'ils connaissent déjà, douterait de leur capacité à exécuter cela. Voyez leur historique de rechercher la paix par la force et d'obtenir des résultats en faisant passer les États-Unis d'abord. Et ce qu'ils disent simplement, et c'est tout à fait vrai, et je l'ai aussi dit depuis ce podium, c'est que nous n'allons écarter aucune option. Tu ne peux pas te battre et gagner une guerre si tu dis à ton adversaire ce que tu es prêt ou non à faire. Y compris le déploiement de troupes au sol, notre adversaire en ce moment pense qu'il y a 15 façons différentes dont nous pourrions les affronter avec des troupes au sol. Et devine quoi, il y en a. Donc, si c'était nécessaire, nous pourrions exécuter ces options au nom du président des États-Unis et de ce département. Peut-être que nous n'aurons même pas à les utiliser si les négociations aboutissent ou qu'une autre approche fonctionne. Le point, c'est l'imprévisibilité là-dedans, bien sûr, ne révéler à personne ce que tu es prêt à faire ou non. Mais si quelqu'un a tiré les leçons de l'Irak et de l'Afghanistan, comme le premier, le président Trump, en les désignant pour ce qu'elles sont, il ne va pas répéter ses erreurs. J'ai été très clair à ce sujet depuis le pupitre. Eh bien, attention à cela. C'est un message directement adressé aux partisans de MAGA, c'est pour cela qu'il le dit. Pourquoi la base ne comprend-elle pas? Il déballe tout son discours là-dessus, c'est-à-dire parce qu'ils ont critiqué ses positions, surtout la possibilité de déployer des troupes à l'intérieur de l'Iran. Un sujet que certains pensent être sur le point d'arriver, d'autres disent que cela n'arrivera jamais. Mais bon, ici aussi il y a une réaction concernant les négociations qui se font avec l'Iran. Écoutons. Et à propos des discussions, je peux vous dire, ayant été avec Steve, Jared, le vice-président, Marco et beaucoup d'autres hier, qu'elles sont très réelles. Elles sont toujours en cours, elles sont actives et je pense qu'elles prennent de l'ampleur. Eh bien, il rejoint aussi les commentaires qu'a fait Marco Rubio et que d'autres hommes politiques des États-Unis ont fait également, en assurant qu'en effet, s'il y a des négociations soi-disant avec l'Iran, attention, c'est avec un secteur de l'Iran. C'est-à-dire, ce n'est pas avec la garde révolutionnaire, qui sont ceux qui possèdent les armes et qui contrôlent réellement l'Iran. Mais c'est avec des secteurs politiques avec lesquels ils auraient soi-disant un dialogue pour parvenir à un accord, pour négocier une possible issue, une ouverture du détroit d'Ormuz et des choses comme ça. Alors, dans cette négociation qui a lieu, évidemment, tout le monde n'est pas impliqué ou tout le monde n'est pas invité au détroit d'Ormuz. Les pays arabes ne sont évidemment pas invités, du moins pour le moment. Il fait aussi un commentaire que je trouve intéressant. Écoutons cela. Un chef d'équipage avec qui nous avons volé l'a très bien dit. Il a dit « Ça a été des semaines très chargées, monsieur. Ça a été difficile, mais je me sens très honoré d'avoir été appelé. Ce combat aurait dû être mené depuis longtemps. Nous devons l'affronter pour nos enfants. Nous ne pouvons pas transmettre le problème à d'autres. S'il vous plaît, remerciez le président de notre part. » J'ai entendu cela encore et encore. Eh bien, c'est un prétendu témoignage cité par Pete Gessett, qui est, je crois, ce qu'il voudrait entendre, très dans le style de Trump. Et il lance des témoignages dans lesquels, on ne sait jamais qui c'était, ni rien, simplement, il commente des témoignages, évidemment toujours favorables à ce qu'il veut dire. Mais bon, c'est le style qu'ils ont pour faire des commentaires sur ce sujet. Et bon, c'est une rhétorique déjà très connue, non? Un autre point qui attire également l'attention, c'est que on observe une tentative des Iraniens d'envoyer du matériel explosif vers le Yémen. C'est-à-dire, ils cherchent des moyens, parce qu'au final, c'est très surveillé. Voyons par qui c'est surveillé. Qui est-ce qui surveille les alentours du Yémen? Pour empêcher que les armes n'arrivent aux Houthis, il faut rappeler que le Yémen en lui-même, en tant que pays, n'est pas nécessairement un pays pro-Iran. C'est un groupe, une faction, celle des Houthis, ceux qui sont du côté Est, qui contrôlent la capitale. Mais le pays est divisé en trois. Alors, quelle est la force du gouvernement réel et des autres groupes présents? Ils ont détecté que les Iraniens envoient de la nourriture qui, soi-disant, contient des explosifs ou des produits chimiques pour fabriquer des explosifs. Dans ce cas, il y a une image, il y a une vidéo qui circule. Voici un sac de pâtes lancé ou envoyé dans des caisses et des caisses par les Iraniens. Mais lorsqu'ils ouvrent les pâtes, ils trouvent un produit chimique qui provoque une réaction. Vous allez le voir tout de suite, et une réaction qui bien sûr n'est pas conçue pour fabriquer un explosif.
Mais ils le sortent, le posent là, l'allument et ça prend feu, non? Il dit. Évidemment, c'est un produit chimique qui serait donc envoyé en quantité importante dans des paquets de pâtes. Du moins, c'est ce que rapportent les médias locaux du Yémen. Si on regarde le pays du Yémen, c'est un pays. Il est divisé en 3. Voici la section contrôlée par les Iraniens, ici une section liée aux Arabes, Saoudiens, Sunnites, et ici une autre section qui est aussi divisée. Il y en a 3. Il y a même ici un 4e groupe qui divise ce pays en de nombreuses parties. Et ce n'est pas aussi exact que ça, parce que soudainement, dans la zone ouest, il y a aussi des groupes sunnites qui sont au nord et au sud et qui se battent aussi constamment. Alors, disons que cette zone est celle qui reçoit normalement le soutien militaire iranien. Cette fois-ci, soi-disant avec des pâtes ou des aliments qui contiennent des produits chimiques pour fabriquer des explosifs. Attention, il parle des fournitures, spécifiquement de la zone ouest. Les Houthis, dont on dit déjà qu'ils sont entrés en guerre, qu'ils vont attaquer, selon ce qu'ils jugeront. Ils disent depuis déjà 2 ou 3 ans qu'ils ont construit eux-mêmes des missiles hypersoniques. Non, ce n'est pas juste un petit groupe de terroristes, c'est un groupe qui a déjà évolué à un niveau où il devient essentiellement une sorte de groupe paramilitaire. Oui, très radical, c'est vrai, mais ce n'est plus ce petit groupe isolé. Maintenant, il a un budget, il gère du pétrole, c'est-à-dire que ça lui rapporte. Disons qu'ils ont un gros budget. Et au sein de cette population, de cette région, il y a beaucoup de gens qui les soutiennent et ici, eh bien, nous avons déjà évoqué les raisons pour lesquelles ils les soutiennent. Parce qu'il y a eu là-bas une révolution, une guerre civile qui a duré de nombreuses années. C'est cette région-là. C'est la guerre qui a causé le plus de pertes humaines parmi toutes les guerres actuelles, y compris celle d'Ukraine, y compris toutes ces guerres, c'est celle qui a eu le plus de pertes humaines ces dernières décennies. C'est la pire, c'est là-bas qu'il y a la pire guerre en ce moment en termes de pertes humaines. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes internes dans la région. Mais bon, ils se préparent aussi depuis des années à la guerre et, disons-le, leur objectif est justement celui-là. Donc oui, il se peut qu'ils aient soudainement plus d'armes qu'on ne l'imagine. Ils ne te feront pas une guerre ouverte avec toute leur puissance, mais ils peuvent te surprendre et te causer des problèmes. Surtout quand un pays comme l'Iran investit constamment dans ce domaine, c'est aussi un sujet énorme. Passons à d'autres questions importantes. Rapidement, passons aux commentaires. Une autre mise à jour arrive bientôt, elle est presque prête. Nous allons discuter bientôt, mais je veux d'abord saluer la communauté. Salutations à Neri Salazar, à Galveston, Texas. Comment ça va là-bas? Un énorme salut aussi à Gabriel, à Norma, à Henri, à Ménio. Comment vas-tu? À José, salutations à toute la communauté. Eugoro de Lana dit « Je pense pareil », dit-il. Il pourrait attendre que l'Iran ait la bombe, dit-il, et agir après une attaque nucléaire, dit-il. Tu veux dire que tu penses, Glédé, qu'ils ont une arme plus puissante, une bombe nucléaire ou quelque chose comme ça? Salut Nicole et Franco, salut Vicente Navarro, salutations aussi, l'officiel sauvage, comment vas-tu, Cebola? Et à toute la communauté qui arrive, un grand merci d'être ici avec nous. Et regardez, je veux adresser un salut spécial à toute la communauté qui, est par ici. Donc, qui participe, et au-delà de participer, qui commente aussi. Allez, qui est ici avec nous, qui ne fait pas que nous accompagner? Il fait déjà partie de la communauté. Je sais que beaucoup entrent et sortent, mais il y a un bon groupe de plus en plus grand, qui est ici avec nous tous les jours, lors des mises à jour, et cela nous touche beaucoup. On se retrouve ici, c'est vraiment très émouvant, je vous remercie beaucoup pour cela. Attention, nous vivons une époque curieuse, une époque où, malgré tout, je reste toujours optimiste et je continuerai à l'être. Mais il faut toujours rester optimiste, mais sans être naïf non plus. C'est-à-dire, il faut voir ce que nous pouvons anticiper face aux défis qui se présentent. Il y a des choses qu'on peut prévenir, d'autres non, n'est-ce pas? Mais il y a des choses qu'on peut parfaitement prévenir.
Et l'une des choses que l'on peut prévenir, c'est précisément ce qui se passe dans l'économie. Réfléchir très bien à, économiser, à toujours penser à avoir ce petit revenu supplémentaire quelque part. Tu sais quoi? Regarde, j'ai mon travail, mais j'ai aussi un petit revenu complémentaire, ce genre de choses, diversifier un peu ses risques. Toujours essayer de créer une communauté avec les gens qui t'entourent, pas seulement avec tes amis et ta famille, mais en général dans la communauté où tu vis. Ce genre de choses. Nous avons commencé aujourd'hui. Une section qui est un guide de survie, ce n'est pas mon guide de survie, c'est le guide de survie de la communauté. Parce que beaucoup de ces astuces qui sont là sont des choses que vous m'avez dites, des choses que vous m'avez transmises ou des témoignages que vous m'avez donnés. Tu sais que c'est vraiment important? En fait, déjà dans les commentaires de cette vidéo, j'ai déjà pris des notes sur des conseils très positifs, très bons, de personnes qui en parlent déjà. J'ai vécu tel séisme, j'ai vécu telle situation, tel conflit, et donc c'est comme ça que je prends mes notes. Et ce guide, l'idée c'est de l'améliorer et de donner différents conseils sur ce qu'il faut faire dans différentes situations à risque. Au final, c'est un plan de prévention. Évidemment, on ne souhaite pas que quelque chose de mauvais arrive, c'est simplement planifier, prévenir, et si rien ne se passe, eh bien tant mieux. En cas d'imprévu, on a le plan B, le plan C, tous les plans possibles. Surtout en pensant que nous avons beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'informations là, donc il vaut mieux que ces informations nous servent à quelque chose de pratique, que ce ne soit pas juste de l'information. Comme j'ai dit, j'ai entendu ça une fois, mais je ne l'ai pas vraiment retenu. Prenons des notes, mettons en place une stratégie de prévention, et je pense que cela sera important à long terme. Sal Garcia, comment ça va? Très bien, Manuel. Alors quoi de neuf? Myrna Solis, salutations à San Antonio, au Texas. Vraiment très bien. Qui d'autre est là? Demande Grébin. Campos dit, quelque chose de grand se prépare, mais la bonne guerre. Salutations. Santé, merci beaucoup. Santé, Beto Barba. Un énorme salut aussi. Eh bien, dans un petit moment, nous reviendrons avec d'autres situations, avec d'autres sujets. Comment vas-tu, Paulin? Salut à toute la communauté qui arrive. Merci beaucoup d'être ici. C'est curieux. Regardez, il y en a par exemple celui de Paulin, et il y a 3 ou 4 commentaires qui disent exactement la même chose. Ils disent Mathilde a dit bonjour. C'est bizarre, voyons Paulin. Tu peux écrire autre chose que juste ça. 3 commentaires disent la même chose et un autre n'a aucun sens. C'est illogique. C'est quelque chose qui n'est pas si courant, ce sont des bots, ou si ce sont des personnes, eh bien je suis là à attendre pour voir si vous pouvez me laisser un autre commentaire. Tu m'as donné Manuel Fonseca, qui dit aussi la même chose, il a dit bonjour, et plus haut il y a un autre commentaire qui dit exactement la même chose. Regarde, Norma Jeffers a dit « Bonjour, c'est bizarre », avec la même typographie, les mêmes lettres, tout était pareil, rien ne change exactement. Non, c'est curieux, je ne sais pas. Regardez bien, il y a 3 commentaires identiques, de 3 personnes différentes. C'est bizarre celui-là. Salut Patrick, comment tu vas? Très bien, il dit. Être prêt, c'est comme avoir une assurance auto, maison, etc. Mieux vaut les avoir et ne pas en avoir besoin, exactement, il dit. Si-le. Alors, comment tu vas? Salut, merci beaucoup pour ton commentaire, et non, comment tu vas? Il dit. Trump, avec ses divagations, il embrouille tout le monde avec ses propos sans valeur. Salut, comment tu vas, Tino? Très bien. Je crois qu'il se trompe tout seul. Je ne pense pas que les gens se trompent. Je pense que les gens sont très intelligents. Je veux dire, il y a des petits groupes qui se trompent. Je pense que tu parles d'eux. Oui, il y a des groupes qui croient à tout ça, à tous ces récits. Maintenant, ce en quoi je crois vraiment, c'est celui qui est vraiment attentif à ce type de compte. Ça m'intrigue beaucoup, ça. Ces 3 commentaires, il faut faire attention parce que ce ne sont pas des bots commerciaux pour promouvoir quelque chose ou autre. Mais il faut rester vigilant avec ça. Sita comme état, merci beaucoup. Sita, merci. Il dit salutations et j'arrive. Je sais que non, ce n'est pas très évident parfois quand il y a des commentaires qui, avec 34 comptes, disent « Je crois, c'est celui qui est mauvais et c'est celui qui est bon ». Exactement, il dit. C'est vraiment curieux, c'est très étrange, ce n'est pas si courant. Il y a des bots automatisés, comme je pense que c'est le cas ici, parce qu'ils ne font clairement aucun autre commentaire si tu fais attention. Sinon, je leur adresse un grand salut.
Mais ce sont probablement des bots automatisés, et dans le cas d'un autre type de bot qu'on appelle VO, mais qui en réalité ne le sont pas vraiment. Est-ce que ce sont des personnes payées pour quelque chose ? Ce n'est pas pour imposer un certain récit, parfois ils sont déjà très identifiés, mais celui-ci est le bot automatisé, c'est ce qui m'a surpris, parce que cela, on n'en trouve pas souvent ici. Et moi, j'ai déjà 3 commentaires, et que j'ai identifié avec ces commentaires, avec cette phrase exacte. Et aucune de ces 3 personnes, n'a refait le moindre commentaire jusqu'à présent. C'est pas génial, hein ? Patricia, salutations, Jésus, comment ça va ? Salutations aussi à Eva Garcia, ce Tino Sol. Salutations à toute la communauté, dit salutations, dit-il. Duolingo, payé depuis le Nigeria, dit quelque chose comme ça. Enfin, qui sait comment ça se passe ? C'est curieux, c'est curieux. On va vérifier ça. Aujourd'hui, on est sur une autre diffusion. Vérifiez si ça passe. Voyons si ça passe, je veux dire, si vous nous accompagnez. José, comment vas-tu ? Francisco ? Mais quelle logique ça a de dire ça ? Il a dit bonjour, comme s'il avait dit « Enfin, ça n'a aucun sens ». Alors, et 3 fois sur 3 comptes différents, c'est vraiment bizarre. Voyons ce qui se passe lors de la prochaine diffusion. J'espère la rattraper. Parce que si je n'y arrive pas maintenant, il sera déjà très tard, donc il faudra que ce soit tout de suite après. Je pense qu'au maximum, dans une demi-heure, la prochaine diffusion aura lieu. On se revoit dans un petit moment et on verra ce qu'ils disent, on verra s'ils apparaissent par là. Il l'a dit. Salut. Salut, portez-vous bien, merci de m'avoir accompagné, à tout à l'heure.